C'est possible d'être heureux, c'est possible de rencontrer des gens heureux, c'est possible d'être bien dans ma vie, d'être en harmonie avec moi-même, avec les autres, avec le monde, avec ma vie. Nous sommes très heureuses aujourd'hui, Olivia Benavou avec nous. Et nous continuons une série de vidéos spéciales dédiées aux 20 ans pour la Libre Université de Samadeva. Et Olivia Benamou est un des maîtres de Samadeva et aussi un des fondateurs de la Libre Université de Samadeva. Et aussi, il était la manager générale de la Libre Université de Samadeva pour 18 ans, qui a ouvert et développé Samadeva comme ici en France, mais aussi partout dans le monde. Donc Olivia, pour commencer, on a pensé que pour toutes les personnes qui écoutent, qui regardent, ça peut être intéressant aussi de savoir un peu plus sur ton biographie. Donc, est-ce que tu peux, dans quelques mots, dire qu'est-ce que s'est passé avant que tu aies rencontré Samadeva? Peut-être les événements, les situations importantes de ta vie, que les personnes puissent connaître toi un petit peu plus. Merci, bonjour Solveiga. Je suis très heureux de passer ce petit moment avec toi et avec vous, avec toutes les personnes qui écouteront cet entretien, ce partage. C'est pas une chose toujours facile de parler de sa propre vie, surtout qu'en plus rien ne me destinait à un jour vivre ce que j'ai pu vivre au cours de ces 20 années. Et ceci est effectivement la suite peut-être d'un parcours, d'un chemin de vie qui m'a un jour mené ici dans les montagnes, les Vosges d'Alsace. Moi qui suis plutôt de nature méditerranéenne, le soleil, le sud, la mer, et comment j'ai fait pour atterrir un jour ici en Alsace. Je suis avant tout fils, petit-fils, arrière-petit-fils de commerçants. Et voilà, je suis dans une très longue lignée de commerçants, et c'est vrai que très rapidement, je devais avoir ça dans le sang. J'ai décidé d'abandonner toutes les études pour travailler, pour faire du commerce. Et j'ai la chance d'avoir de nombreux oncles à Paris. Et j'ai suivi mes oncles et j'ai vendu de tout. J'étais capable de vendre tout, des fruits, des légumes, dans les épiceries, de l'électroménager, voilà. Et j'ai passé les premières années de ma vie de professionnel à vendre des choses. Et ça a été pour moi une expérience très intéressante, parce que d'abord ça se passait sur les marchés, dans la rue. Et c'était au contact direct avec les clients, le public. En plus, à Paris, c'est un public très particulier, très, on va dire, multiracial. Donc, ça m'a permis très jeune d'entrer en contact comme ça ainsi avec de nombreuses personnes issues de tous les pays du monde. Et j'ai surtout pris ce contact où j'ai pu, à travers ce métier de commerçant, commencer à apprendre un peu l'école de la vie. Voir comment les personnes pouvaient négocier tous les jours les prix, les tarifs, raconter leurs difficultés qu'ils avaient dans la vie pour payer telle ou telle chose. Et donc ça m'a mis très très rapidement en contact comme ça avec le peuple. Et ça a duré quelques années, cela. Mais ensuite, très rapidement, je suis rentré dans une grande chaîne de restauration. Et là, j'ai connu un parcours qui m'a mené jusqu'à la direction régionale puis générale de nombreux restaurants. Voilà. Et là, en France, j'ai pu, à travers ce métier, apprendre le métier de manager. Et suite à ça, j'ai travaillé dans de nombreux restaurants de France, et très jeune, comme ça, je me suis frotté au métier de management. Donc je continue à penser aujourd'hui qu'il est l'un des métiers les plus difficiles au monde, mais aussi des plus enrichissants, puisqu'on travaille avec la matière humaine, et ça c'est très riche. Et donc ce métier de manager, je l'ai fait pendant à peu près une douzaine d'années. Ça m'a permis de voyager dans toute la France, puisque j'avais des restaurants dans toute la France, donc ça m'a permis de rentrer là aussi en contact avec différentes régions de France, de connaître ce beau pays. Mais le plus important pour moi, ça m'a aussi permis, à travers le management, la suite de la gestion, etc.,
de me forger une expérience qui, j'allais le découvrir plus tard, allait me servir. Mais là encore, vers l'âge de 28-29 ans, je crois, j'ai commencé à me lasser. C'est-à-dire que j'aimais bien ce que je faisais, mais en réalité, je ne me sentais pas complètement nourri par cela. J'avais, je crois, atteint un assez bon niveau. À l'époque, je me suis marié, j'avais une belle situation, je gagnais beaucoup d'argent. Donc voilà, mon chemin était tracé, ma vie était toute tracée, j'allais être heureux, avoir des enfants, et tout allait bien se terminer, mais je sentais qu'en réalité, il y a quelque chose qui me manquait. Et je ne savais pas quoi. Je ne savais pas quoi, alors que quand je partageais mon sorte de blues autour de moi, personne ne comprenait vraiment, justement parce que d'un point de vue extérieur, comme ça, je semblais avoir tout. Tout pour moi, tout pour continuer la réussite. Non. Alors j'ai décidé de prendre une année sabbatique, de m'arrêter. Donc ça a été un choc, hein. On ne prend pas des années sabbatiques comme ça dans de très grandes entreprises, hein. Donc ça n'a pas été très bien vécu par ma hiérarchie, mais tant pis, je l'ai prise. On m'a expliqué, la directrice des ressources humaines m'expliquait que je faisais ma crise de la quarantaine. On appelle ça la crise de la quarantaine en France. Même si j'avais 29 ans. Et elle me dit, mais ce qui n'est pas normal chez toi, c'est que c'est avec 10 ans d'avance. Donc là, j'ai décidé de partir et je suis parti en Amérique du Sud, avec un sac à dos, et j'ai traversé, j'ai fait tout le tour du continent sud-américain pendant 1 an. Bon, sur la carte, le continent, il paraît un peu petit. En réalité, il est très très grand. Donc ça a été un voyage à la fois très intéressant pour moi, un peu périlleux par moments, mais tellement enrichissant, où là, je suis rentré réellement en contact avec autre chose. J'ai découvert des peuples, j'ai découvert d'autres cultures, et j'ai rencontré des gens heureux, alors qu'ils n'avaient rien. Et moi qui avais tout à la base, ça m'a un petit peu interpellé pour me demander, mais comment ces gens-là pouvaient être heureux alors qu'il manquait de tellement de choses, hein. Et c'est là où la première fois j'ai commencé à comprendre que mon bonheur, j'avais une idée fausse du bonheur, qu'il était lié à des choses qui étaient trop extérieures à moi, que j'étais toujours dans une quête de quelque chose et que je me rassurais en gagnant de l'argent, en accumulant des choses, des biens matériels et autres. Donc ça m'a un petit peu ébranlé ce voyage, et quand je suis rentré, j'ai commencé à percevoir que j'étais plus le même, et que certaines de mes valeurs avaient complètement changé. Alors j'ai pu tenir le choc encore 2 ans dans l'entreprise sur Paris, où je travaille sur Paris à présent, et puis j'ai décidé de tout arrêter. Voilà. Tout arrêter, mettre un terme à tout ça, et c'est là que s'est achevé, dans la fin des années 1990, s'est achevé, on va dire, la première partie de ma vie. Donc je me suis retiré, et j'ai dans une maison familiale que j'ai dans un village, en sud de la France, et je me suis mis pendant quelques temps, comme ça, un peu en marge de la société. Voilà, pendant quelques années, en marge du système. J'ai voulu réfléchir sur ma vie, sur ce que je voulais faire de cette vie, quelles étaient les valeurs, mes véritables aspirations, hein. Je me suis séparé de ma femme, je me suis séparé de tout, hein, j'ai tout quitté. Et à partir de là, j'ai décidé d'aller vivre sur l'île de Bali, en Indonésie. Donc voilà, donc je suis parti sur cette île à Bali, et là j'ai passé un certain temps, et c'est là où j'ai commencé aussi également à m'intéresser un peu plus à des choses qui étaient non plus seulement matérielles, mais un peu plus spirituelles aussi, c'est-à-dire à m'intéresser à cette autre chose. Et j'ai vu qu'en m'intéressant à cela, j'étais un peu plus nourri, ça me nourrissait. Donc c'est comme si ça comblait un trou, un espace en moi qui était vide, puisque de toute ma vie, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à cela, même si je me suis un peu intéressé à la religion quand j'étais jeune, hein, de par le milieu dont je suis issu. Mais là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à autre chose. Et pendant ces quelques années, ça a duré à peu près 5-6 ans, où j'ai voyagé sur Bali, où je vivais à Bali, j'ai pu complètement
dépasser un peu mes difficultés que je pouvais avoir dans la vie, mes incertitudes, mes questionnements. Je me suis dit, bon, je dois trouver quelque chose où je me sente bien, où je m'épanouisse. Je dois trouver un chemin. Alors après, ça serait un peu long à expliquer comment les choses se sont passées, mais un jour, je vais vous raconter, alors que j'étais de retour en France, et donc dans mon village dans le sud Gironde, j'ai vu une affiche qui présentait un stage de phonie gestuelle, et on voyait un derviche tourneur là. J'ai regardé ça, et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je ne sais pas pourquoi, il y a comme un appel intérieur, je veux faire ça. C'était on appelle ça le yoga des derviches. Et c'était Enea Tess-Griffiths qui venait dans le sud de la France. Alors je suis allé la rencontrer et a commencé mon expérience où la découverte de ce qu'on appelle aujourd'hui le yoga de Samara, le phonie gestuelle du Samadeva. Et je suis tombé tout de suite en amour avec ça. Et j'ai décidé de commencer une formation de moniteur. C'était les tout premiers moniteurs qui étaient formés. Nous sommes en 2000, en l'an 2000, exactement en l'an 2000. Et j'ai commencé à me former au yoga de Samara avec Enea dans le sud-ouest. Et un jour, au cours de cette formation, nous sommes en 2001, Enea vient me voir et me dit, tu sais Olivier, il y a un projet, on a un projet, Idriss Lahore a un projet, il aimerait monter une académie de Samadeva. À l'époque, il n'y avait que le yoga de Samara. Et il cherche quelqu'un qui pourrait diriger cette académie. Bon, je connaissais très peu Idriss Lahore à ce moment-là, je connaissais surtout Enea. Je lui dis, écoute, je suis prêt à étudier ce projet. Il me dit, mais ce serait en Alsace. Ah, je vivais à l'époque dans le sud-ouest de la France. Mais bon, j'ai quand même été interpellé par le projet et je commençais à connaître un tout petit peu cet homme qui était Idriss Lahore et la richesse de cet homme et la profondeur de son enseignement. Voilà, qu'en 2002, j'ai décidé de le suivre. Et c'est ainsi que nous sommes venus ici un jour visiter cet établissement qui est l'Ermitage, qui allait devenir un jour la libre université du Samadeva. Et c'est ainsi que j'ai rejoint cette équipe de ce qu'on appelle les cofondateurs autour d'Idriss Lahore. Et moi qui avais quelque part juré de ne plus jamais être manager de ma vie, tellement ce métier m'avait quand même épuisé, je me suis retrouvé manager ici de l'Ermitage et de l'université du Samadeva. Donc j'ai été à la fois rattrapé par mon destin, mon karma, et en même temps j'étais en gratitude. J'avais appris un métier. Ce métier, aujourd'hui, je pouvais le mettre au service de quelque chose qui correspondait un peu plus à mes aspirations, à ce que je recherchais dans la vie, non seulement tourné vers mes possessions et l'avoir, mais un peu plus vers l'être. Voilà, ça c'est pour les premières années. En quelques mots, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, mais on pourrait le résumer ainsi. Cette première, peut-être, démarche de l'Académie de Samadeva, de la Libre Université de Samadeva, vous étiez plusieurs personnes autour d'Idriss Lahore qui a impulsé cette initiative. Et comment c'était? Est-ce que vous avez parlé de choses du futur, petites choses? On sait que aussi Ermitage était plus petit dans ce moment-là. C'était un moment très particulier, je m'en souviendrai toujours. Donc c'est l'hiver 2002, 2002-2003. Donc nous sommes en janvier 2003. Donc Idriss Lahore, qui résidait un peu plus bas dans la vallée, montait tous les jours. Et nous étions là, 5 ou 6, avec Enea Tess-Griffiths, Emma Tilloch, Colline Dobré et France de Boissanti, et Idriss Lahore. On faisait du feu dans la cheminée et on établissait des programmes, on réfléchissait ensemble comment ça pouvait être, à quoi pouvait ressembler ce lieu. Idriss Lahore avait une idée assez précise en tête. D'une part, un centre pour former les moniteurs et les professeurs de yoga de Samara, et d'un autre côté, un lieu de cure, de ressourcement, où des personnes pouvaient venir ici séjourner pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, et recevoir donc des soins
Et dans ce cadre-là, il avait mis en place de nombreux soins, qu'il appelait des cures, hein, des cures de bien-être. Et ça a été le pôle sur lequel nous avons travaillé ensemble pendant à peu près un mois, tous les jours. Hein. Tous les jours, il venait, et tous les jours, on travaillait. Et en même temps, on commençait à préparer le lieu. Bien sûr, le lieu n'était pas celui qui existe actuellement, hein, puisqu'on a déjà raconté par ailleurs. Nous avions à l'époque une seule salle. C'était aujourd'hui la boutique actuelle. On était très contents de cette salle. Elle nous paraissait très, très bien, très, très belle. Et il avait en projet d'ouvrir la salle Euphonie, qui à l'époque était encore un hangar, hein, un vieux hangar. Il fallait la rénover, la restaurer pour pouvoir en faire une salle. Et voilà, et les premiers programmes sont arrivés. Et son premier but, c'était de développer une formation, de créer une formation. Il dit il n'avait pas encore nommé le lieu l'université de Samaleva. C'était encore l'académie de phonie gestuelle. Mais il commençait à réfléchir à créer une université. Il commençait à nous parler des 9 branches du Samadeva, donc on ne connaissait rien, parce qu'on ne connaissait que la première branche, le Yoga de Samara, et celle qu'il allait appeler la 4e ou 5e branche, qui est la psychologie essentielle à l'époque. Et donc il a dit, nous allons faire la formation de praticien, euphoniste énergéticien, qui à l'époque s'appelait la formation de thérapeute. Et il avait commencé cette formation en Lorraine, et il a décidé de prendre cette formation et de la faire ici, à l'Ermitage. Et pour nous, ça a été le grand événement, puisque c'est avec cela que nous avons ouvert l'université, avec quelques mois d'avance, hein, puisque dans mon esprit, et avec toute l'expérience qui était la mienne, nous pouvions ouvrir à peu près en juin 2003, et lui, un jour, il est venu en fin janvier 2003, fin janvier. Il s'est assis, on a fait une réunion ensemble, et on a dit, bon, on va ouvrir le mois prochain. Alors, moi, je pensais que c'était une plaisanterie, hein, je crois qu'il était... Je ne connaissais pas encore bien Idriss Lahore, hein, mais j'ai vu à la tête que faisaient Enea et Emma que c'était, que c'était très sérieux. Alors, je lui dis qu'on ne pouvait pas, c'est pas possible. Monsieur, il dit, vous allez trouver les solutions, c'est possible. Hein. Je rappelle quand même qu'on avait un hôtel où on n'avait pas de drap encore, on n'avait rien, on n'avait pas de cuisinier, on était encore en train de recenser, de faire le recensement de toutes les chambres, de tout. On n'avait pas de salle pour recevoir, il y avait quand même 104 personnes qui faisaient cette formation. On partait de rien. Bon, on s'est mis en ordre de marche. Et on a trouvé la salle. La salle, c'était la salle polyvalente du Ovalde, hein, qui n'avait jamais servi à ce genre de choses, qu'on a dû aménager. Et puis, on a dû commencer à équiper les chambres, à changer les matelas, jeter les draps, les serviettes, commencer à faire le point dans la cuisine, qui ne fonctionnait plus depuis 10 ans, trouver des cuisiniers, trouver des serveurs pour accueillir ces personnes. Bon, voilà. Ça a été un mois extrêmement intensif, certainement l'un des mois les plus intensifs de ma vie. Mais nous avons, en février 2003, de mémoire, le 26 février ou 27 février 2003, ouvert l'établissement avec la formation de praticien, euphonistes énergéticiens, de thérapeutes à l'époque. Et pour nous, ça a été un événement marquant, parce que c'était le début, c'était l'ouverture. Bon, j'ai dû raconter par ailleurs toutes les complications qu'on a rencontrées pour cette ouverture. Hein. Ça a été très difficile. Et en même temps, ça a été tellement réjouissant pour nous. C'est que ce projet est devenu réel, vivant maintenant. On ne peut plus revenir en arrière. C'était fait, c'était ouvert, et maintenant il fallait le développer. Donc voilà pour les premiers moments de cette aventure. Et tu travailles déjà ici pour le développement de Samadeva déjà plus que 20 années. Et qu'est-ce que le plus marqué? Qu'est-ce que tu as appris ici dans cette transmission, mais aussi dans cette poste comme le directeur général, et aussi travaillant peut-être avec Idriss Lahore et tous les autres? Il faut d'abord bien comprendre qu'au départ, donc, tout l'établissement reposait sur cette formation de praticien, de thérapeute. Hein.
C'était notre grande formation et c'était celle qui nous faisait vivre. Donc, tous les mois, on se demandait comment on allait faire pour poursuivre. Parce qu'on avait quand même monté une petite équipe, il fallait payer les salaires tous les mois, il y avait toutes les charges d'établissement qui se mettaient en œuvre. Donc pour nous, c'était assez difficile. C'est pour ça que on s'est réparti le travail, c'était particulièrement Colline et moi-même qui préparations le travail. Hein. Et le Salvador a dit, en attendant, pour nous aider, il faut faire venir d'autres stages qui vont venir et faire profiter le lieu à d'autres stages. Et c'est ainsi que Colline a fait venir de très nombreux participants, séminaires extérieurs. Et d'ailleurs, des grands noms sont venus, des noms très connus en France, en tout cas, comme Paul Salomon, comme Jean-Louis Abrassard, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, et bien d'autres encore, Christiane Singer. Et donc, au départ, on organisait plus de stages, on était plus un organisme qui recevait des séminaires extérieurs, plutôt que le Samadeva, parce que le Samadeva, c'était surtout la formation de praticiens, et c'était la formation et c'était les supervisions pour les moniteurs déjà formés. Bien. Donc ce que je me souviens, c'est que d'une part, c'était cette tension, hein, ce stress dans lequel nous étions, Colline, moi-même et toute l'équipe, parce qu'on voulait maintenant que ce lieu continue. Et en même temps, la façon dont Idriss Lahore avait déjà une vision de ce qu'il voulait faire. Mais nous, c'était pas encore clair dans notre tête. Au début, il nous a focalisé sur la formation de praticiens. Pour lui, c'était la chose la plus importante. Il faut former des praticiens, euphonistes, énergéticiens. Et dans cette formation de praticiens était inclus la formation de moniteurs, de professeurs de Yoga Samara. La formation, je rappelle, durait 4 ans à l'époque, 81 jours. On formait des praticiens, des coachs, qui devenaient aussi des moniteurs et des professeurs. Donc c'était vraiment la formation phare. À côté de ça, il continuait à mettre beaucoup l'accent sur les cures. Donc Emma commençait à faire, Emma et Néa, mais surtout Emma, commençait à assurer les cures, on commençait à recevoir des clients, et ça c'était bien, enthousiasmant pour nous. Hein. L'établissement n'était pas rempli, mais toutes les semaines, on avait des cures. Hein. Je rappelle qu'à cette époque-là, on était ouvert tous les jours. On ne fermait jamais. L'établissement était ouvert tous les jours, hein, du lundi au dimanche, hein, sans jour de fermeture. Hein. Et c'était Sonia et moi-même qui nous relayions à la réception. Et à chaque fois qu'on partageait un peu nos craintes, nos doutes avec Idriss Lahore, pour lui dire qu'on ne sait pas comment on va pouvoir faire, parce que comment on va faire quand la formation de praticien va s'arrêter? Celle-ci, il dit donc qu'il faut lancer une deuxième promotion. On a lancé une deuxième promotion, on a fait un très gros travail de communication avec Colline, et effectivement, on a réussi à avoir une 50aine de personnes pour cette deuxième promotion. Hein. Et pour nous, à ce moment-là, tout reposait là-dessus. Mais il a commencé à enseigner les différentes branches là. Et là, pendant les 3 ans qui ont suivi, il a surtout été enseignant ici, Idriss Lahore. Et je crois qu'on ne se rend pas bien compte de la façon dont le nombre de stages et de formations qu'il a pu faire ici entre les années 2003 et les années 2008 à peu près. Pendant tout ce temps, il a commencé à transmettre lui-même directement. Il a commencé par toutes les techniques énergétiques. Ça a occupé à peu près toute l'année 2003-2004. Puis il a commencé à transmettre l'Ayurveda énergétique. Puis il a transmis le Luyon Taotoki, le Laornadi Yoga. Il a enrichi les techniques psychocorporelles. Puis le Reiki Taotoki. Puis il a commencé à mettre les constellations familiales et systémiques. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait commencé à avoir de plus en plus de branches du Samadeva et de richesses. Et nous, ça nous a permis de commencer à lancer des stages et des formations dans toutes ces disciplines. Hein. Mais le fait de la façon dont il faisait, Idriss Lahore était très curieuse parce que, à la fois, c'est quand même lui qui dirigeait tout ça. Et en même temps, il nous laissait faire. Donc, on avait ce sentiment-là que rien ne pouvait se faire sans lui. Et en même temps, il a toujours respecté qui on était, c'est-à-dire Colline, moi-même, Enéa, Emma, tout ce que nous faisions, nos idées en réunion, la façon dont il nous écoutait, dont parler, exprimer les choses, donner notre vision de ce métier qu'on apprenait. On l'apprenait en même temps qu'on le développait. Hein. C'est-à-dire que
on construisait en quelque sorte ce que plus tard il allait appeler comme une grande cathédrale ici, mais on n'avait pas les plans. Et je crois que on était les maîtres d'œuvre. Lui avait les plans, mais il les avait dans sa tête, les plans. Et donc on devait construire cela. Et au fur et à mesure, c'était presque semaine après semaine, il nous annonçait quelque chose de différent, de nouveau, qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on découvrait que dans ces cathédrales, on allait faire une salle ici, que ici on allait faire, on allait mettre des vitraux, et que ici on allait faire une petite, je sais pas, une petite paroisse, parce que je connais pas bien les cathédrales, comment elles sont montées, mais on a vraiment l'impression qu'on montait quelque chose de grand, de fort, qui était en même temps comme initiatique pour nous, et en même temps, on savait pas. N'ayant pas les plans, on n'avait pas l'idée complète à quoi allaient les ressembler. Et ça nous a particulièrement marqué, et je me souviens encore très très bien, lorsqu'en 2005, ça faisait que 2 ans que nous sommes ouverts, on a du mal à boucler les fins de mois, même si on fait quelques cures, on a 2 formations de praticiens qui sont en cours, il nous annonce qu'il va faire une salle. On va construire maintenant une salle de 120 mètres carrés. Une salle de 120 mètres carrés, mais où ça? Il dit, bon, on va la faire à côté de la salophonie. Il n'y avait rien à l'époque, hein. Ici, il y avait des arbres, hein. C'était un petit bois. C'était la fin du bois, là, qui se terminait, jusqu'ici. Donc, il y avait des arbres. Ici, il n'y avait rien. Une grande salle de 120 mètres carrés. On lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette salle? On avait du mal à remplir la salophonie de 60 mètres carrés. Et bien sûr, on avait la formation de praticien qui avait 100 personnes, mais on savait qu'après cette formation, ça allait se terminer. Je dis, si, vous allez voir, c'est bien, on aura une grande salle, une belle salle, hein. Ah bon? Après, il nous dit, et puis on va même faire une deuxième salle, en dessous. Une deuxième salle de 100 mètres carrés. On va avoir 2 salles de 100 mètres carrés, plus la salophonie, plus la petite salle de la boutique. Alors pour moi, j'étais complètement affolé. Je dis, mais comment on va faire tout ça? Comment faire pour remplir tout ça? Et bon, on sait aujourd'hui avec le recul, hein, que ces salles, on a fait plus que les remplir, hein. Mais ça, je dis ça pour voir que la vision qu'il avait déjà de tout ça, de toutes ces choses-là, la vision claire qui était pour lui, et pour nous, on avançait comme ça sans cette vision claire. Donc toujours avec la peur au ventre, de savoir que tout ça, ça s'arrête. Et en même temps, on se dit, c'est pas possible, on était, je veux dire, en confiance par rapport à lui, à ce qu'il faisait, et en même temps, sans savoir où on allait. C'est difficile à exprimer comme ça, hein, à la fois être en confiance, suivre ce grand homme qui était Idriss Lahore, donc le faire complètement confiance. Mais en même temps, nous étions ici dans une entreprise avec une logique d'entreprise, hein, qui a des résultats, des budgets, etc. Comment mettre des budgets en œuvre? On ne savait pas du tout où on allait. Je me souviens qu'on essayait de faire des plans, mais comment faire? Imaginez en 2002, 2003, faire un plan à 3 ans, ça n'avait pas de sens. Puisqu'on ne savait pas quoi faire, quoi mettre dedans. C'était très curieux, hein, très insécurisant. Et en même temps, tellement excitant. C'était tellement excitant parce qu'on voyait qu'au fur et à mesure, des stagiaires venaient, aimaient être ici. On voyait quand même que petit à petit, on montait, donc on était de plus en plus rassurés sur nos capacités, donc à accueillir, à organiser. Et puis bon, jusqu'à l'événement, le grand événement de 2010 en particulier, parce qu'on a tout décentralisé. Enfin, en 2009, on l'a décidé. Et là, ça a marqué un nouveau tournant dans l'histoire de ce lieu, de l'université du Samadeva. Et c'est à partir de là qu'on a réellement commencé ce développement, à la fois en France, national, international. Et que là où tout avant était concentré ici, ben ça s'est décentralisé. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui du Samadeva en France, en Europe et dans le monde, ça a été cet événement 7 ans après l'ouverture, hein, le temps de faire une loi de l'octave, et nous démarrions ensuite ce nouveau pas qui nous amène aujourd'hui dans ce qu'est le Samadeva, l'université Samadeva. Mais il faut le penser, à l'époque, c'était le Samadeva, c'était l'université, c'était ici, c'était un lieu ici avec 4 instructeurs, hein, qui développaient. Hein. Je rappelle qu'au départ, ils étaient 4. Hein. Voilà, comment tout ça s'est devenu ce que c'est aujourd'hui, avec, je sais pas, 200 instructeurs, avec des partenaires dans le monde entier, avec un Samadeva qui se diffuse en Chine, au Brésil, en Russie, en Europe, au Maroc. Et qu'est-ce que c'est pour toi, Samadeva? C'est une façon de vivre sa vie. Tu as trouvé le bonheur ici? J'ai trouvé où était le bonheur, surtout. J'ai découvert qu'il était en moi-même, hein, qu'il était là et qu'il fallait simplement prendre contact avec, qu'il était là.
j'ai découvert que grâce au Samadeva, à l'apprentissage, à l'étude du Samadeva, que l'être humain, par nature, est heureux. Par nature, il est heureux. Et ça, on peut le voir chez les plus jeunes enfants, lorsqu'ils ne sont pas, malheureusement pas traumatisés, hein, ou ni même martyrisés. Hein. L'enfant est heureux. Et la nature de l'être humain, on le voit chez l'enfant, c'est d'être heureux, joyeux. Et le Samadeva a permis de me libérer, hein, de toute cette pression que je pouvais me faire dans la vie, liée à ce besoin de réussir, lié à l'image de soi, lié à tout ce qui fait aujourd'hui mon tempérament, mes traits de caractère, tout ce qui veut, mes façons de penser, mes schémas de pensée. Hein. Et donc, quand je dis, puisque tu m'as posé 2 questions, hein, ce qu'était le Samadeva, donc un véritable art de vivre, parce que je me lève avec le Samadeva, avec les techniques, les pratiques du Samadeva, qui me rappellent à moi-même qui je suis, avec ce programme Miracle Morning, hein, qui n'est que du Samadeva. Mes lectures sont celles du Samadeva, et c'est tellement riche, hein, que je me nourris, hein, des enseignements et de la théorie du Samadeva et derrière ça de l'enseignement de ce qu'on appelle la nouvelle psychologie spirituelle. Mes relations que j'ai dans la vie, elles ont tellement évolué en lien avec tout ce que j'ai pu apprendre à travers l'enseignement du Samadeva, à travers la psychologie de l'énéagramme, à travers donc la nouvelle psychologie spirituelle, à travers le processus M, qui m'ont donné les clés d'entrer joyeusement et harmonieusement en relation avec les êtres humains. Donc, le bien-être et la santé par les pratiques, l'harmonisation de toutes mes relations, quelles qu'elles soient, grâce aux techniques que Saor nous a enseignées. Mais surtout, le Samadeva m'a montré un chemin, une voie. Saor l'appelle la voie ELR, éveil, libération, réalisation. J'ai vu qu'effectivement, je pouvais suivre un chemin et que je pouvais aller vers quelque chose qui ressemble à m'éveiller à ma véritable nature, pas à l'image que je pouvais avoir de moi ou que je voulais donner de moi-même, mais à partir des talents dont je suis fait, hein, de mes véritables qualités, capacités, me permettre à travers ça de percevoir les qualités, les capacités de celles et ceux qui étaient autour de moi. Et à partir de là, ma vie est devenue tellement plus riche. Et j'ai une chanson de Samadeva qui dit qu'elle est riche mon âme, et c'est réellement comme ça. Et je crois que c'est ce qui unit et qui caractérise un peu tous les pratiquants du Samadeva. Au-delà de tout ce qu'ils peuvent apprendre, chacun peut dire un jour, prendre conscience de la richesse de son âme. Et le Samadeva, c'est vraiment ça. Ça révèle un jour, ça te révèle à un moment donné la richesse de ton âme. C'est-à-dire que tu as tout, hein, puisque tu aimais à dire que notre âme n'est pas simplement quelque chose qui est en nous, mais que nous baignons dans notre âme, et qu'en réalité, le Samadeva m'a ouvert les yeux sur cette richesse, m'a fait comprendre à quel point j'avais tout et bien plus encore. Et voilà, et ça c'est un peu le chemin du bonheur. Hein. Donc le Samadeva et bonheur est quand même très lié, puisque tu as posé ces 2 questions de façon successive, elles sont très liées. Le Samadeva est réellement un chemin du bonheur, on peut le dire comme ça. Au-delà des techniques, des pratiques, des métiers que nous enseignons, hein, c'est un chemin vers le bonheur. Est-ce que tu voulais dire quelque chose peut-être pour les personnes qui vont écouter cette vidéo, peut-être même pas maintenant, mais dans 10 ans, dans le futur? Ce qui est très étrange, c'est que aujourd'hui, en vieillissant, on avait peut-être l'impression de créer quelque chose qui était extraordinaire. Mais l'extraordinaire était surtout lié à l'homme qui était Idriss Lahore. Et pouvoir côtoyer cet homme au quotidien, dans des réunions. Vous savez, beaucoup de personnes ont connu Idriss Lahore, mais ils l'ont connu surtout comme un enseignant. Un grand enseignant, il a aussi été un enseignant spirituel, certains l'appelaient même un maître. Et oui, il avait une telle maîtrise de tout ce qu'il enseignait.
nous avons côtoyé l'homme au quotidien, l'homme qu'il était. Et on a pu l'observer dans ses moindres gestes, ses moindres paroles, ses moindres attitudes, mais pas en tant qu'enseignant sur une chaise où on l'écoutait religieusement, mais dans sa vie de tous les jours. Comment il mettait en œuvre son enseignement, comment lui, il le vivait, à travers ces 5 caractéristiques, puisqu'il a caractérisé son enseignement comme étant amour, compassion, joie, sérénité et clarté. Et ce qui est plus étrange maintenant en vieillissant, et en prenant du recul avec tout ça, et puisque tu parlais dans les générations à venir, c'est que, comment dire, il nous octroyait quelques instants de contentement intérieur. Voilà, quand on avait réussi un stage, on était parti en Chine, au Brésil, on revenait, pendant 1 heure, il nous écoutait. Lui raconter comment s'était passé le voyage en général, que ce soit Luce, Emma, Enéa, Alain, Colline, France, on est toujours tous très enthousiasmés. La façon dont les personnes avaient été touchées, tout ça, par cet enseignement. Et pendant 1 heure, il nous écoutait, lui racontait tout cela, et après c'était terminé. Il ne nous laissait pas rester là-dedans. Vous voyez, on aurait pu rester pendant encore des heures, même des jours, à baigner dans ce champ de félicité dans lequel nous étions. Dès le lendemain déjà, il nous remettait déjà comme au travail, pour pas qu'on reste comme ça dans ces états de contentement intérieur ou qui vont à un moment donné devenir illusoires. Parce que pour nous, il nous ramenait après au présent, à ce qu'il y avait à faire là, maintenant, et il remettait un petit peu le train en marche. Bon, maintenant, cette semaine, on va faire ça, 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 ça et ça. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que, oui, on a réellement créé quelque chose d'extraordinaire. Et quand on parlait tout à l'heure de bonheur, tout ça, j'ai réellement, et j'ai vu aujourd'hui, et je vois encore aujourd'hui, des personnes qui sont des instructeurs du Samadeva, qui sont des professeurs, qui sont des coachs ou des praticiens, qui sont des partenaires du Samadeva. Et la caractéristique, c'est qu'ils sont tous heureux. Même s'il y a quelques difficultés, je crois qu'aucun d'eux ne reviendra en arrière, n'échangerait leur fonction, leur poste qu'ils ont ou ce qu'ils ont acquis dans le Samadeva contre autre chose. Et que aujourd'hui, s'ils devaient tous résumer leur vie, à un moment ou à un autre, ils parleraient de Samadeva. Donc, on a vraiment eu l'impression aujourd'hui, quand on se retirera, parce qu'on sera plus en âge de faire tout ça peut-être, oui, d'avoir créé quelque chose, qui est, je vais parler d'alors du chemin du bonheur, qui a rendu les gens heureux. Vraiment. Et que moi, je t'ai répondu que je me sente heureux, c'est une chose, bonheur. Mais de voir qu'autour de moi, les personnes sont heureuses, et elles le sont aussi, même ici, au sein de cet établissement, même s'il y a les tracas, les soucis du quotidien qui sont là, même si on vit dans un monde terriblement anxiogène avec tout ce qui se passe, quand les personnes regardent réellement et quand on parle avec elles, oui, elles sont heureuses. Et je crois que cet établissement-là, ce petit îlot, cette cathédrale que nous avons créée, participe à cela, participe au bonheur des gens. Et je pourrais me dire, ouais, on a créé quelque chose, un lieu qui existe. Et je sais que quiconque se trouve partout en France, dans le monde, vient ici. Et à chaque fois qu'il vient ici, qu'il se rend dans ce lieu, ici, dans cet établissement, il en repart avec non seulement de très beaux souvenirs, mais avec quelque chose au plus profond de lui-même, qui se dit, ouais, c'est possible. C'est possible d'être heureux, c'est possible de rencontrer des gens heureux, c'est possible d'être bien dans ma vie, d'être en harmonie avec moi-même, avec les autres, avec le monde, avec ma vie. Et je crois que ici, on peut réellement trouver pas le sens de sa vie. On peut arriver à donner un sens à sa vie. Le Samadeva, sa caractéristique, c'est qu'il donne un sens, il te permet de donner un sens à ta vie. Et c'est la plus grande fierté que je peux retirer de cela, c'est que j'ai vu autour de moi énormément de personnes, puisque beaucoup de personnes sont venues ici se former, on en a formé ici, j'en ai recruté beaucoup de personnes ici, ont pu donner un sens à leur vie.
Oui, c'est ça. Et c'est ça que je pense que j'aimerais dire aux générations futures. C'est la chose la plus importante. Donner un sens à votre vie. Je suis vraiment très heureux car pour nous, ça a été pendant longtemps une grande question. Hein. Je pense qu'après ça, la question a commencé à émerger vers les années 2015, hein, donc à peu près 8-9 ans. On a commencé à se demander, mais comment on va faire perdurer tout cela? D'abord, la grande question, c'est comment on allait survivre, entre guillemets, au départ d'Idriss Lahore. Ça, c'était une question qu'on n'aimait pas se poser et qu'en même temps, à un moment donné, on abordait un peu avec lui. Et que nous-mêmes, on ne se savait pas éternel. Alors, je pense par les fondateurs, les maîtres du Samadeva, comment on allait aussi dépasser cela. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que la transition est en train de se faire. Elle se fait depuis maintenant, on peut le dire, elle s'est faite à la fin de la pandémie, vers 2021, quand la nouvelle équipe dont tu fais partie, Solvega, s'est installée, s'est mise en place. Il fallait à la fois bâtir sur ce qui existait, hein, parce que c'était important, les fondations existaient, et en même temps penser cet enseignement plutôt axé sur le XXIe siècle, en tenant compte de cette évolution sociétale, hein, de ce monde, hein, qui évolue à une très grande vitesse. Nous, on a encore bâti l'établissement sur la fin du XXe siècle. Hein, ces premières 20 années ont été cette transition entre XXe et XXIe siècle. Et il fallait envisager le monde et l'entreprise et le Samadeva pour le rendre plus fort et adapté au XXIe siècle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans la bonne direction. Ce que je vois, c'est dans la bonne direction. Et pour quelqu'un comme moi, qui a participé à la création de tout cela, c'est très important. C'est très important de voir que l'œuvre que nous avons mis en œuvre, hein, que nous avons créée avec Idriss Lahore, va pouvoir se poursuivre. Et pour nous, ça aurait été un déchirement de voir cette université s'arrêter, de voir l'Ermitage s'arrêter. Mais maintenant, on a vu, avec la nouvelle équipe qui est en place, avec tout ce qui se met en place, que ça ne va pas être le cas. Et c'est certainement la plus belle réussite. Ce dont en quoi, extérieurement, je me réjouis le plus. Même si par ailleurs je suis un enseignant, un maître Samadeva, et pour moi c'était aussi une réussite intérieure et un tel honneur. Pour moi, la grande réussite, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la transition a été réussie. Et voilà. Donc on a laissé quelque chose qui devient pérenne. Et ceci est très très important. Elle l'est pour moi en tout cas à titre personnel, très important. Et je sais qu'elle l'était pour Idriss Lahore parce que pendant tellement de fois on s'est rencontrés pour parler de qui après moi, comment on allait envisager la suite, comment était possible. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit se réjouir de cela, que ça a été possible, rendu possible. Merci beaucoup, Olivier, pour ton partage, pour ce moment ensemble, simplement aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont écouté et resté avec nous jusqu'à maintenant. Et à la prochaine vidéo. Merci, Solvega.